Salam alaikum. Bonjour chers étudiants. On va enchaîner avec les lois dérivées de la loi normale. Dans la première partie, on a vu les lois normales générales. Dans la deuxième partie, on a vu la loi normale centrée réduite. Maintenant, on va voir les lois dérivées de la loi normale. Les lois qui sont issues de la loi mère, qui est la loi normale N. La première loi qu'on va voir qui est issue de la loi normale, c'est la loi de Ki2, ou la loi de Karl Pearson. Théorème, soit U1, U2, jusqu'à U nu variable, ici c'est la variable nu variable aléatoire qui suivent des lois normales centrées réduites. On a chaque UI issu une loi normale N01 avec I varie entre 1 et nu. On dit que X suit une loi de Ki2, X suit, avec cette flèche, suit une loi de Ki2 de degré de liberté nu, c'est-à-dire nu et le degré de liberté. Si X s'écrit sous la forme U1 au carré plus U2 au carré jusqu'à U nu au carré. Ça veut dire que sigma de I est égal à 1 nu, UI au carré. Une somme finie de carrés de loi normale sont très réduites. Est une loi de Ki2. Donc Ki2, c'est la somme des carrés des lois normales sont très réduites. Somme finie de loi des carrés des lois normales sont très réduites. Cas particulier, si U est une loi suit une loi normale, une variable qui suit une loi normale, est une variable qui suit une loi normale N01, alors le carré de cette variable, U carré, il suit une loi de Ki2. Donc le Ki2, il prend toujours un carré. Voilà, c'est un Ki2 de degré de liberté 1. Parce qu'il y a une seule loi, et il y a un seul carré de loi normale centrée réduite. C'est le cas particulier. Donc Ki2, c'est la somme des carrés des lois normales, la somme finie des carrés des lois normales. Et lorsque nu est égal à 1, donc on aura Ki2 égale le carré d'une loi normale centrée réduite. Et on aura un degré de liberté nu égal à 1. Donc on va voir la représentation de cette loi Ki2. Donc vous voyez ici, on a pris plusieurs exemples des lois de Ki2 pour un degré de liberté nu égal à 1, qui est en jaune, celle-là en jaune. Puis une loi de Ki2 avec un degré de liberté 2, voilà, il est en vert. Voilà. La troisième loi Ki2, c'est avec un degré de liberté nu égal à 4. Voilà. Et puis, en couleur mauve, nu égal à 10. Voilà. Et puis, nu égale 30. C'est en rouge. C'est la loi de Ki2 qui est en rouge. Donc, vous voyez, plus le degré de liberté augmente et plus la forme Ki2, il prend un petit peu la forme qui ressemble un petit peu à une loi normale aplatie. Donc, propriété de Ki2, admet une densité définie par, donc f de x de Ki2, c'est 2 moins à la puissance moins nu sur 2, gamma de pi de nu sur 2, exponentielle moins x sur 2, et x à la puissance nu sur 2 moins 1. Donc avec la fonction gamma de x est égale à l'intégrale de 0 plus l'infini exponentielle moins u, u à la puissance x moins 1 d de u. X supérieur à 0 et nu supérieur à 0. Donc cette fonction de densité est donnée à titre indicatif, on ne va pas l'utiliser, mais on va la on doit la connaître, qu'il est donné à titre indicatif. Le nombre de degrés de liberté de dl nu est un entier non nul. Donc le degré de liberté il est toujours supérieur ou égal à 1. La courbe de la loi de Ki2 n'est pas symétrique. Donc vous voyez ici, il n'est pas forcément symétrique. Ce n'est que lorsque nu devient très grand qu'on peut avoir une symétrie, mais en général, cette loi Ki2 n'est pas symétrique. La courbe de Ki2 devient semblable à celle de la loi normale quand nu est supérieur à 100. Donc lorsque le degré de liberté devient supérieur ou égal à 100, on peut approcher la loi de Ki2 à une loi normale. La courbe de la loi de Ki2 varie de 0 à plus l'infini. Donc vous voyez ici,
la loi normale, on a vu, elle varie de moins l'infini à plus l'infini. La loi de Qui2, elle varie de 0 à plus l'infini. La loi de Qui2 est tabulée, elle a une table. Donc, quand on dit une loi elle est tabulée, ça veut dire qu'elle a une table. Donc il a une table sur laquelle on peut effectuer la lecture des probabilités. L'espérance de Qui2, elle est égale à nu, c'est son degré de liberté. La variance d'une loi de Qui2, c'est 2 fois le degré de liberté, c'est 2 fois nu. Le mode de Qui2, c'est nu moins 2, avec bien sûr nu supérieur à 2. Donc, lorsque nu supérieur strictement à 30, alors la racine de Qui2 moins la racine de 2 fois nu moins 1 suit une loi normale 1, 0, 1. C'est ce qu'on appelle l'approximation de Fisher. Donc cette approximation elle est généralement utilisée pour approcher une loi normale à une loi N01. Donc on procède à cette transformation, c'est-à-dire la racine carrée de Qui2 moins la racine de 2 nu moins 1 suit une loi normale N01. Donc si Qui2 de nu 1, Q2 de nu 2 jusqu'à Q2 de nu n sont n lois de Qui2 indépendantes, alors la somme de ces Qui2 est un Qui2 de degré de liberté, la somme des degrés de liberté. Donc x nu 1, Q2 de nu 1 plus Q2 carré de nu 2 plus Q2 carré jusqu'à Q2 de nu n, et il suit une loi normale, une loi de Qui2 de degré de liberté, la somme des degrés de liberté. Autre approximation, donc en appliquant le théorème central limite, on peut avoir c'est-à-dire l'approximation suivante, Q2 moins nu, Q2 moins nu sur la racine de 2 nu suit une loi normale N01 lorsque nu supérieur à 100. Donc voilà une deuxième approximation. Donc, il passe de la loi de Qui2 à la loi normale. Pour ce qui est de la lecture de la table de Qui2, la table de Qui2 donne la valeur de la variable aléatoire Qui2 ayant la probabilité alpha d'être dépassée. Donc voilà, la probabilité de Qui2 supérieure à x est égale à alpha. Donc pour la loi normale, on a travaillé avec les valeurs inférieures. Pour Qui2, on va travailler avec les valeurs supérieures. Donc, vous voyez ici, ayant la probabilité alpha d'être dépassée. Donc, P de x de Qui2 de nu supérieur à x, elle est égale à alpha. La table de Qui2 donne la valeur de la probabilité alpha lorsque Qui2 et nu sont connus. Donc, on ne peut connaître la valeur de la probabilité que lorsque Qui2 et nu sont connus. La table de Qui2 donne la valeur de Qui2 lorsque alpha et nu sont connus. Voilà la table de Qui2. Donc on aura l'occasion dans les travaux dirigés de faire les calculs sur cette loi de Qui2. Voilà, ici c'est le degré de liberté, vous voyez, il varie de 1 à 30. Ici vous avez les probabilités de alpha, les valeurs de alpha. Alors, les valeurs de alpha, oui. Et ici, c'est les probabilités, c'est les valeurs de Qui2, c'est la valeur de Qui2, c'est la valeur de Qui2. Donc, trois indicateurs qui permettent de lire la table de Qui2, c'est le degré de liberté, les valeurs de alpha, et puis les valeurs de Qui2, les valeurs de Qui2. La deuxième loi dérivée de la loi normale s'appelle la loi de Students, c'est la loi de William Gosset. Donc voilà, cette deuxième loi, donc voilà, on va la définir. Donc si U suit une loi normale N01, une loi normale centrée réduite, et X, une loi de Qui2, suit une loi de Qui2 de degré mu, nu, telle que U et X sont deux variables aléatoires indépendantes, alors U sur la racine de X
sur mu, c'est-à-dire la loi N01 sur la racine de Q2 sur nu, sur son degré de liberté, qui est égale à la racine de n multiplié par la loi normale sur la racine de Q2, de degré de liberté nu. Il est égal à une loi de student. Il suit une loi de student de degré de liberté nu. Donc je répète, la loi de student, c'est une loi normale divisée par la racine carrée d'une loi de Q2 divisée par son degré de liberté. Voilà, on va voir un petit peu certains exemples de cette donc une représentation de donc voilà, nu 1, lorsque nu est égal à 1, le degré de liberté est égal à 1, vous voyez, c'est la loi de student qui est en rouge. Lorsque nu 2 pour nu égale 2, lorsqu'on augmente un petit peu le degré de liberté, donc vous voyez la loi de students, elle remonte un petit peu, et donc ainsi de suite, pour nu égale à 4, voilà, c'est la courbe qui est en bleu. Donc il s'approche un petit peu de la loi normale sans très réduite, voilà. La loi de students admet une densité définie par, donc il est défini par cette formule-là, donc cette formule est donnée à titre indicatif. Elle est très compliquée, mais nous, on ne va pas s'intéresser à cette fonction de densité. Mais elle est donnée à titre indicatif, comme j'ai dit. Deuxième propriété, le nombre de degrés de liberté DDL nu est un entier non nul. Donc, le nu est toujours supérieur ou égal à 0, strictement à 0, plutôt supérieur strictement à 0. La courbe de la loi de student est symétrique. Donc, vous voyez la courbe de la loi de students, il est symétrique. Et donc, par rapport à 0, et donc vous avez f de moins x est égal à f de x. F de moins x est égal à f de x. La courbe de student devient semblable à celle d'une loi normale lorsque nu supérieur strictement à 30. Donc, lorsque nu, le degré de liberté de la loi de students est supérieur strictement à 30, on peut approcher la loi de students à une loi normale. La courbe de la loi de students varie de moins l'infini à plus l'infini. Vous voyez, donc pour la loi normale, on a vu qu'elle varie de moins l'infini à plus l'infini. Pour la loi de Q2, il varie de 0 à plus l'infini. Pour la loi de students, il varie de moins l'infini à plus l'infini. La loi de students est tabulée. Ça veut dire qu'il possède une table qui permet la lecture des valeurs de ces valeurs. La caractéristique. L'espérance de cette loi de students elle est égale à 0. Donc, si mu est supérieur à 0, la condition c'est que nu soit supérieur ou égal à 2. Pardon. Nu supérieur ou égal à 2. La variance de cette loi de students elle est égale à nu sur moins 2. Si nu supérieur ou égal à 3. Pour nu supérieur strictement à 30, la loi de students peut être approchée à une loi normale centrée réduite. Donc on écrit T, donc degré de liberté nu, peut être approché à une loi normale centrée réduite N01. La loi de students est généralement utilisée pour les petits échantillons, lorsque la variance de la population est inconnue. Retenez bien cette remarque. Donc, la loi de students est généralement utilisée pour les petits échantillons lorsque la variance de la population est inconnue. Lecture de la table de students. Donc, la table donne la probabilité alpha pour que la variable de students t en valeur absolue soit supérieure à t, suivant le nombre de degrés de liberté nu.
Donc voilà, c'est la probabilité pour que t en valeur absolue supérieure à petit t est égal à alpha. Donc pour Ki2, on avait les valeurs, pour que les valeurs de Ki2 supérieures à t, ici on a la probabilité pour que t en valeur absolue soit supérieure à petit t est égal à alpha. La table donne les valeurs positives de t correspondant à des valeurs de probabilité supérieures à 0,5 en raison de la symétrie. Donc la même chose qu'auparavant pour la loi normale sans réduite. Cette loi, vu qu'il est symétrique, elle donne les valeurs de probabilité supérieures à 0,5. Donc en raison de la symétrie de la loi de Students. Pour calculer les valeurs négatives de t, on utilise la formule f de moins t est égal à 1 moins f de t. Donc voilà la table de loi de Students. Voilà, ici vous avez les probabilités. Les valeurs de alpha. Et puis, dans la première colonne, vous avez les valeurs de degré de liberté. Et au milieu de la table, vous avez les valeurs de t de student. Les valeurs de t de student. Donc on aura l'occasion dans les travaux dirigés de faire des applications sur la loi de student, la loi de Ki2 et la loi de Fisher qu'on va voir tout de suite. Troisième loi dérivée ou bien issue de la loi normale, c'est la loi de Fisher-Snedeker. Donc théorème, si Ki2 de degré nu1 et Ki2 de degré nu2 sont deux variables aléatoires indépendantes suivant des lois de Ki2, alors Ki2 de nu1 sur nu1 divisé par Ki2 de nu2 sur nu2 qui est égal à Q2 de nu1 sur Q2 de nu2 multiplié par nu2 sur nu1 est une loi de Fisher de degré de liberté. Il a deux degrés de liberté, nu1 et nu2. Donc le rapport de deux lois de Ki2 pondérées par leur degré de liberté est une loi de Fisher. Donc si on prend une loi de Ki2 divisée par son degré de liberté et on divise par une autre loi de Ki2 divisée aussi par son degré de liberté, on obtient une loi de Fisher de degré de liberté nu1, la première loi qui est au numérateur, et puis le deuxième degré de liberté, c'est le degré de liberté de la loi de Ki2 qui est au numérateur. Donc voilà la représentation de la loi de Fisher. Donc, lorsque nu1, on a pris un exemple où nu1 égale à 2 et nu2 égale 20. Vous voyez, il est en rouge. Lorsque on a fait augmenter nu1 pour avoir la valeur 4 et nu2 20, donc on a obtenu celle qui est verte, la courbe qui est verte. Donc plus nu1 augmente, tout en maintenant nu2 constant égal à 20, vous voyez que la courbe se déplace. Donc il était en vert maintenant. Donc, il commence à se déplacer pour prendre une forme un petit peu semblable à celle de Ki2 ou bien de la loi normale. Les propriétés, donc la loi de Fisher admet une densité et cette densité elle est définie aussi en fonction de la loi de fonction gamma. Il est tellement compliqué donc qu'on la donne juste à titre indicatif. Voilà. La loi de Fisher-Snedeker admet deux degrés de liberté, nu1 et nu2. Donc, pour la loi de Student, il admet un seul degré de liberté. La loi de Fisher, un seul degré de liberté. Mais pour la loi de Fisher, il admet deux degrés de liberté. Entiers non nuls. Les deux degrés de liberté sont entiers non nuls. La courbe de la loi de Fisher-Snedeker n'est pas symétrique. Vous l'avez remarqué, elle n'est pas symétrique. Donc, pas comme la loi de Student et la loi normale. La courbe de Fisher-Snedeker devient semblable à celle de la normale lorsque nu est supérieur ou égal à 100. Donc lorsque nu est supérieur ou égal à 100, on peut approcher la loi normale, la loi de Fisher et la loi normale. La courbe de la loi de Fisher
varie de 0 à plus l'infini. Comme la loi de Qui2, elle varie de 0 à plus l'infini. La loi de Fisher, Snedeker, est tabulée, c'est-à-dire elle admet une table sur laquelle on effectue la lecture des probabilités, la lecture des valeurs, pardon. Caractéristique, l'espérance d'une fonction de Fisher, c'est nu2, c'est-à-dire l'espérance d'une fonction de Fisher dont le degré de liberté est nu1, nu2, c'est nu2 sur nu2 moins 2. Bien sûr, avec nu2, c'est nu2, pardon, c'est nu2. Nu2 supérieur ou égal à 3. Voilà. La variance de la loi de Fisher, dont le degré de liberté est nu1 sur nu2, c'est nu2 divisé par nu2 moins 2, le tout au carré, multiplié par 2 fois nu1 plus nu2 moins 2 sur nu1 multiplié par nu2 moins 4. Bien sûr, avec nu2 supérieur à 4. Pardon, nu2 supérieur à 5. Nu2, il est supérieur à 5. Voilà. Si x suit une loi de Students, alors x au carré suit une loi de Fisher de degré de liberté 1 nu. Donc je répète, si x suit une loi de Students de degré de liberté nu, alors x au carré suit une loi de Fisher de degré de liberté 1 nu. Règle empirique de Fisher. Donc on a cette règle, f de alpha de nu1, nu2, c'est égal à 1 sur f de 1 moins alpha, nu2, nu1. Donc cette règle nous permet de faire des calculs sur la table de la loi de Fisher. Donc je répète, f de alpha de nu1, nu2 est égal à 1 sur 1 f de 1 moins alpha, nu2, nu1. La loi de Fisher-Snedeker est utilisée pour les contrôles de test de comparaison de variance, ainsi que pour le test d'analyse de la variance, qu'on appelle